constate avec notre agence Le Surligneur, c'est que le vrai jeu auquel n'importe quel individu, entrepreneur et tout peut jouer, c'est vraiment celui de devenir le leader d'opinion de sa thématique. Et en fait, si tu deviens le leader d'opinion de ta thématique, tu vas avoir 3 avantages. Le premier, c'est déjà de faire des vues. Donc déjà, tu vas avoir une forme de vitesse supplémentaire. Deuxième chose, tu vas être considéré comme un numéro 1. Et nous, ce qu'on remarque dans cette industrie, c'est qu'être le numéro 1, même de petite taille d'un domaine, tout de suite, ça te donne 2 fois, 3 fois, 10 fois plus d'opportunités que ne serait-ce que le numéro 2. Parce que tu vas être le leader de cette industrie. Dans l'infoprenariat en France, ça va être Yomi Denzel, par exemple. Yomi Denzel va capter beaucoup plus d'opportunités que ceux qui sont en dessous parce que c'est celui qu'on a identifié et qu'on a vu. Et la troisième chose, c'est que ça va permettre en fait d'avoir une forme de scaling horizontal, parce que comme on est le numéro 1, on peut réussir à rentrer dans d'autres industries, faire des partenariats avec d'autres personnes, on peut devenir une figure médiatique, et c'est là qu'on va retrouver par exemple un Anthony Bourbon sur Qui veut être mon associé, ou ce genre de choses, où en fait sa place un peu de numéro 1 d'entrepreneur personal brandé va pouvoir en fait se transférer dans une marque en fait de personnalité des médias ou autre, tu vois. C'est hyper intéressant parce que du coup, on voit bien comment ça se positionne sur le marché. On a des personnes qui commencent à créer du contenu pour vendre leurs services. On a des personnes qui ont déjà des entreprises florissantes et qui commencent à créer du contenu pour développer leur marque personnelle et pour développer un nouveau canal d'acquisition à travers la communication. On a des personnes qui commencent à envisager une carrière peut-être politique, médiatique et qui créent du contenu. Mais finalement, dans tous les cas, on a ce dénominateur commun des personnes vont avoir des opportunités supplémentaires et changer de vie juste parce qu'à un moment, ils vont poster une opinion sur un truc, peut-être pour devenir le numéro 1 de leur activité, peut-être pour être juste une voix parmi d'autres et capter une toute petite fraction de l'audience. Mais dans tous les cas, il y a ce truc de tu ne peux pas faire d'erreur en créant et en affirmant ton opinion, puisque ça va t'amener quelque part à rencontrer des gens. Mais complètement, et ça je pense que c'est un truc qui est très mal compris avec les gens, parce que les gens pensent que pour réussir à développer leurs opportunités, il faut que tout le monde soit OK avec ce qu'ils racontent. Et le mécanisme est en fait souvent l'inverse. C'est parce que justement tu vas, entre guillemets, désigner les personnes que tu cherches à viser et du coup l'ennemi que tu cherches à combattre. Nous, par exemple, avec le Crayon Group, l'ennemi qu'on a toujours cherché à combattre, c'est, on va dire, l'asymétrie d'information. L'asymétrie de pourquoi lui, il a le droit de parler dans les médias et pas lui. Le fait de réussir à mettre des citoyens de manière relativement égale à la table des débats ou à la table des opportunités professionnelles. Mais ça, c'est un truc combat sur lequel certaines personnes sont opposées. Il y a beaucoup de gens qui nous reprochent avec le Crayon d'être pas un média tel que le média journalistique, certains l'entendent, de parfois, on va dire, faire la promotion de gens très alternatifs, parce qu'on va, nous, d'abord et avant tout, baser sur cette idée de l'expert citoyen. Et l'expert citoyen, c'est une méthodologie, c'est une réflexion de fond sur, OK, c'est quoi la société que les réseaux sociaux nous permettent de créer? Ça nous permet de créer une société où plein de gens, des gens comme toi par exemple, vont pouvoir, sans absolument aucune validation institutionnelle, partager un avis, une opinion, une expertise, et nous c'est souvent l'expertise qui nous intéresse, pour permettre en gros de se positionner dans un domaine. Et en fait, ça s'oppose très violemment avec le monde d'il y a 20 ou 30 ans, où l'expertise était validée institutionnellement. Tu as un diplôme, tu as une fonction, tu as un rôle dans la société. Et ce rôle était toujours décidé par des personnes qui avaient été préchoisies. Donc ça peut être des maîtres de thèse à l'université, ça peut être des patrons, des boss, tout ce que tu veux. On en a vu les limites de façon très très violente de tout ça en 2020, quand on a des personnes qui ont eu un prix Nobel de chimie, qui d'un coup, vu qu'ils ont un prix Nobel, ils viennent sur un plateau télé nous parler de la diffusion d'un virus sur toute la planète. Exactement. Et en fait, on voit bien que l'expertise et la validation de l'expertise, c'est quand même deux choses très différentes. Complètement. Et surtout qu'en plus, on oublie que la validation de l'expertise, on a essayé de créer un système humain qui fonctionne, sauf que comme tout système humain, ça a des biais. Et en fait, les réseaux sociaux sont venus concurrencer ça. Et tu parles, c'est un très bon exemple, parce qu'on a interviewé très récemment sur le Crayon un ancien prix Nobel de chimie. Et qui, lui, justement, en tout cas, n'a pas fait partie de cette vague-là, parce que lui, justement, nous disait... le problème des scientifiques, c'est qu'ils sont trop peu présents dans les médias et trop peu présents dans la sphère publique. Et la raison à cela, c'est parce qu'ils ne veulent pas être des monsieur je sais tout, parce que ce sont des gens experts dans un domaine, mais ils ne le sont pas dans d'autres